J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. Ça reste entre nous. Bonsoir à tous, bienvenue, montez le son, prenez des notes, vous écoutez bien, ça reste entre nous, l'émission qui décrypte la politique avec les meilleurs spécialistes, pas de langue de bois, pas de off, c'est la seule règle ici, on parle cash. Alors le sommaire de cette émission, est maintenant. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, l'intersyndicale annonce une nouvelle journée d'action contre les retraites, mais n'exclut pas de saisir la main tendue de la Première ministre pour avancer sur d'autres sujets, d'ailleurs pas forcément de façon unitaire mais peut-être plutôt en ordre dispersé. Et puis il y a le « en même temps » des syndicats qui marque donc peut-être le début de la fin du conflit. Jean-Luc Mélenchon, lui, continue le combat et dénonce une mauvaise République. Appel à l'insurrection, stratégie de bordélisation annoncée par le groupe LFI à l'Assemblée nationale. La gauche suivra-t-elle comme un seul homme ou la NUPES est-elle au bord de l'implosion? Et puis nous évoquerons aussi le cas Marine Le Pen, déjà en campagne pour 2027. Et bien sûr, nous évoquerons la suite du quinquennat Macron. Quelle solution pour sortir de la mélasse? Autour de la table pour m'accompagner ce soir et nous aider à sortir de la mélasse, une équipe de choc. Françoise Degois qui rit déjà. Oui, entrée. Philippe Moreau-Chevrolet, communicant, président Bonjour. de MCBG. Bonjour Philippe. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. 2,3 millions de manifestants selon la CGT, 782 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alors ce 1er mai était annoncé comme historique par les syndicats. C'est vrai qu'il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde, et pourtant, on a le sentiment que ce n'était pas aussi historique et puissant que les syndicats l'espéraient. Est-ce que c'est la fin ou est-ce que ça relance le combat? On sait déjà qu'il y a une journée d'action prévue le 6 juin prochain. Historique ou pas, réussi ou pas, baroud d'honneur ou mouvement relancé, Philippe Moreau-Chevrolet? Alors c'est toute la bataille sémantique qui est importante. Baroud d'honneur, ça c'est le mot des macronistes parce que ça permet de dire que c'est fini et on passe en gros à la séquence suivante. Évidemment c'est un terme qui est récusé par les syndicats pour qui c'est une journée importante mais une journée parmi d'autres, et il y aura de nouveau un rendez-vous le 6 mai, et on ne sera jamais, au fond, sorti de ça tant qu'il n'y aura pas un renoncement du gouvernement au projet, qui n'est plus un projet, qui est une loi sur les retraites maintenant. Donc les mots ont leur importance. Hein. Mais pour vous, pour moi, vous voyez la suite de ce mouvement? Pour moi, on est dans une crise politique profonde et on n'en sortira pas comme ça. Ça va être très compliqué à reconstruire. Je pense que la sortie va être électorale puisque visiblement, il n'y aura pas de dissolution, il n'y aura pas vraiment de remaniement, il n'y aura pas vraiment non plus évidemment de référendum. Donc le moment où les Français vont s'exprimer, ce sera lors des européennes. Il y aura aussi les élections municipales et la présidentielle. Je vois que Marine Le Pen a lancé sa campagne. C'est très intelligent de faire ça. Pourquoi ? Parce que le gouvernement centre ses attaques sur LFI, en gros, et sur Mélenchon, elle les attaque sur leur flanc droit. On va y venir, mais là vous déroulez toute l'émission. On va venir en détail dans ces sujets-là. Françoise, historique ou pas cette journée? Est-ce que c'est un coup de booster pour les syndicats ou c'est un baroud d'honneur? Moi je pense que c'est un grand coup de booster. Je pense que c'est historique en ce sens que contrairement aux autres manifestations et aux autres mouvements sociaux, celui-là a été étal sur l'ensemble du pays. Quand vous avez des milliers de manifestants à Grenoble, ça par exemple en 2009, la dernière fois, si on reste factuel, la dernière fois où les syndicats étaient unis, c'était 2009, eh bien, il n'y avait pas de monde à Grenoble. Villemur-sur-Tarn, il n'y a jamais eu une manif. Ben là, il y avait 2000 personnes. Donc, en ce sens, c'est historique, en ce sens où on sent bien que les gens ne lâchent pas. Et puis, le rendez-vous pour le 6 juin, 2 jours avant que l'Assemblée nationale examine la proposition de loi du groupe Lyotte. Donc, ça, pour moi, c'est une grande réussite. Et ce qui m'a frappé vraiment, dans les cortèges, au-delà des Black Blocs, mais ça on y reviendra, une fois qu'on a enlevé cette partie tout à fait délétère et détestable, ce qui m'a frappé, c'est quand même l'idée qu'il y a encore de la détermination, qu'il y a encore, c'est pas fini, c'est pas encore fini. Il y a le président du CPE, je ne sais pas si un jour Emmanuel Macron sera Jacques Chirac, est-ce que c'est bien ou mal d'ailleurs, je n'en sais rien non plus, mais on n'est pas du tout dans de la résignation. Voilà, moi ce que j'ai senti pour ce 1er mai, c'est qu'il n'y a pas de résignation. Même si c'est un peu illusoire, en tout cas, il n'y en a pas. Jean-Sébastien, on voit que Françoise Degois est enthousiaste. Il y a quand même une nuance. Il y a quand même une nuance entre la CGT et la CFDT. Laurent Berger, lui, considère que la loi est adoptée. Il acte d'une certaine façon que le gouvernement ne la retirera pas. Pour la CGT, le combat continue. Mais pour la CFDT, il faut tourner la page. Il y a quand même là un coin dans cette intersyndicale.
Oui, bien sûr, et c'est révélateur, je pense, de la situation. Il n'y a pas que la CFDT, d'ailleurs, la CFTC, la CGC, etc. On voit bien qu'il y a des gens qui sont un peu moins dans l'intersyndicale. Ils le sont facialement avec ce rendez-vous du 6 juin, mais ils sont plus dans la même mobilisation. Donc je pense que c'est fini pour la phase du conflit qu'on a connu depuis le départ. C'est le conflit social traditionnel, en quelque sorte, mais il y en a un autre qui se mène, et c'est la stratégie probablement de Jean-Luc Mélenchon ou d'une partie radicale de la CGT, c'est de faire pression sur Emmanuel Macron, non pas par le processus politique, mais par l'extérieur, c'est-à-dire déstabiliser tellement la société française. Ils sont pas arrivés à bloquer à arrêter le pays. Alors ils avaient proclamé l'objectif sur une seule journée, mais ça n'empêche pas que ça déstabilise. Regardez la notation, la dégradation. Oui, c'est la faute à Mélenchon. Allez, ça y est. C'est lui qui gouverne, mais non. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. On va s'amuser dans cette émission, je pense. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il y a une stratégie politique qui vise justement à déstabiliser la société. Mais non, mais qu'Emmanuel Macron, Mais je pense qu'il y a par ailleurs une autre stratégie beaucoup plus inquiétante de Jean-Luc Mélenchon, parce que celle-là, elle a du sens. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a vu que les trains circulaient, les métros fonctionnaient, le télétravail fait que l'économie n'est pas à l'arrêt. Donc ça crée une nouvelle donne. Une nouvelle donne qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, serait bien inspiré de prendre en compte, parce que dans ces cas-là, soit vous misez sur la démocratie sociale, soit mécaniquement, vous générez de la violence. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est justement ce combat qui passe par plus de radicalité, plus de violence, il aura un coût. C'est-à-dire, il ne bloque pas le pays, mais il aura quand même un coût. Et donc peut-être qu'à un moment, il y aura dans le pays des gens, comme on s'en souvient, ils étaient intervenus au moment des Gilets jaunes en demandant à l'Élysée et à Emmanuel Macron de lâcher du lest, de lâcher de l'argent. Peut-être qu'ils vont finir par lui dire, écoute, pour une réforme qui n'en vaut franchement pas la peine, et c'est du reste un peu ce que disait Fitch, ça ne vaut pas le coup de jeter la démocratie avec l'eau du bain, ni de déstabiliser totalement notre système. Et la question, elle est là. Et cette bataille-là, la pièce est en l'air. François Deloire. Je pense, j'entends ce que dit, et je suis en partie d'accord avec ce que vous dites sur les moyens. Bon pas pour sortir de la mais c'est bien sur la pression que peuvent faire toutes les forces économiques. En réalité, c'est ça le sujet. Jusqu'à quand le patronat, les gens du CAC 40 vont laisser faire, parce que effectivement, il y a pas un problème de blocage économique, mais en tout cas, il y a un problème d'image de la France. Il y a un problème de manque de fluidité. Donc ça, c'est complètement évident. Et ça, c'est un moyen de pression sur Emmanuel Macron. Après, on reparlera tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que ce qui change, et vous avez raison de le souligner, c'est le mode d'action. Je ne crois pas qu'il y ait un coin dans l'intersyndicale, en ce sens que, vraiment, Laurent Berger l'a dit et l'a répété, cette intersyndicale-là, elle n'est plus la même que celle de janvier. Ils ont grandi, ces syndicats. Ils marquent le point. Ils marquent le point. Simplement, ils marquent le point. Ils ont grandi, ils ont maturé. Laurent Berger parle de l'intersyndicale en disant c'est notre trésor collectif. Donc jamais j'ai entendu un patron de la CFDT dire ça. Je pense que la lutte change de dimension. Elle devient politique. Alors justement, Philippe Morand-Chevrolet, je rebondis sur ce que dit Françoise. Les syndicats, c'est vrai, sortent en position de force de ce conflit. D'une certaine façon, ils ont montré qu'ils étaient capables de mobiliser. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'adhésion dans ces syndicats-là. Et on comprend le jeu de la CFDT. Pourquoi, finalement, ne pas utiliser leur force et les galons qu'ils ont gagnés dans ce combat pour aller négocier justement sur d'autres sujets, considérant que les retraites c'est terminé, et aller obtenir des résultats sonnants et trébuchants, parce que d'une certaine façon, ils jouent aussi leur crédibilité pour les Français, c'est-à-dire pour le moment ils n'ont rien obtenu, et ce qu'ils doivent aller négocier avec la Première ministre et arracher des choses. Alors oui, c'est ce que dit la CFDT, c'est aller négocier, essayer d'obtenir des choses. L'idée pour les syndicats maintenant, c'est d'essayer de convertir ce capital de sympathie ou ce regain en capital politique, ou en tout cas en action qui puisse être des victoires raisonnables. Maintenant, la situation est quand même très compliquée, parce qu'il y a eu un passage en force du côté de l'exécutif, on les a complètement ignorés. Leur regain de popularité tient au fait qu'il n'y a plus de partis politiques debout dans l'échelle démocratique, c'est-à-dire de partis modérés, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun parti modéré capable de tenir debout à l'heure actuelle. Donc les syndicats remplissent aussi un vide. Maintenant, aller négocier, ça veut dire, en gros, commencer un dialogue avec Elisabeth Borne. Pour quel type de gain, sachant que la demande de base, c'est comme l'abrogation de la loi sur les retraites, et que l'abrogation, il n'en est pas question. Donc toute victoire qui pourra être obtenue sera quand même en deçà de l'objectif initial. Donc c'est ça le problème pour les syndicats. Le gouvernement utilise cette proposition de rendez-vous très cyniquement aussi pour faire en sorte de diviser les syndicats, faire en sorte qu'ils se retapent dessus, parce que l'union syndicale, c'est quand même embêtant. Voilà, c'est quand même un problème, de faire l'union contre soi. Donc ils essaient d'enfoncer un coin, ils peuvent y parvenir. Il y a un piège avec ce rendez-vous oui, c'est un piège. Ce rendez-vous du 8 juin, parce que déjà, il y a une problématique juridique. L'article 40 de la Constitution, sur l'irrecevabilité financière, prévoit qu'une proposition du Parlement ne peut ni réduire les recettes de l'État, ni alourdir une charge. Là, on serait mécaniquement, dans ce cas-là,
cas-là si on revenait sur la réforme des retraites. Sans compter qu'il faudrait que le Sénat derrière... Non mais je vous parle même pas de ça, je vous parle de la première étape. Sur la première étape, sauf à ce que les syndicats et les forces politiques, ou en premier lieu d'ailleurs les forces politiques qui se proposeraient de voter cette proposition-là, se mettent d'accord sur un mode de financement. Mais c'est là où on va retomber sur la situation politique du réel du pays, qui est une impasse absolue, puisqu'il y a une majorité de rejet, il n'y a pas de majorité de projet. Le projet de la CGT pour financer une éventuelle réforme des retraites n'est pas du tout le même que celui de la CFDT, de la même manière que ce que souhaiterait la NUPES pour financer le système des retraites n'a rien à voir avec ce que les Républicains souhaiteraient, et pas grand-chose à voir d'ailleurs non plus avec ce que le Rassemblement national imagine. Donc on pourrait voir là que précisément ils ne sont pas capables de se mettre d'accord, alors que ça serait une occasion de dire il y a une majorité, regardez, il y a une majorité. Pris dans l'autre sens, le gouvernement dira vous voyez bien qu'il n'y a pas de majorité contre nous. C'est intéressant sur votre question, Antonin, parce que tout va coûter plus cher, et d'ailleurs Laurent Berger l'a dit, ça va valoir cher maintenant, ça va coûter cher ce qu'on va demander. Vous voulez pas bouger sur la réforme des retraites, ok. On vous a mis des millions de gens dans la rue, vous avez refusé de nous recevoir, ok. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe, je ne crois pas du tout que c'est à l'avantage du gouvernement. Le fait que Laurent Berger et la CFDC se rendent à la réunion éventuellement avec Elisabeth Borne, ils vont pas à Canossa, c'est ce que je veux dire. Alors qu'ils y auraient été peut-être l'an dernier. La CGC, Omril, qui est excellent, qui est probablement une des révélations aussi de ce conflit, François Omril, le patron de la CGC, est clair, il dit « Ah ben oui, ça va coûter de l'argent. Moi, je veux qu'on revienne absolument sur la dégressivité des indemnisations chômage pour les cadres. Je veux absolument ça, parce que ça n'a absolument pas fonctionné, ça n'a pas permis aux cadres de retrouver du travail, et ça appauvrit les gens qui sont au chômage. » Laurent Berger dit « Ok, moi, je veux la conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises. » Donc, tout le monde va arriver avec sa surenchère, et en réalité, je crois que tel est prix qu'il croyait prendre, et Elisabeth Borne est assez intelligente pour savoir que cette espèce de stratégie habituelle, la moitié qui vient, l'autre moitié qui ne vient pas, cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Je pense que cette fois-ci, on est dans un tout autre jeu, et j'entends ce que vous dites sur l'irrecevabilité. Il n'empêche, et là, Antonin, aussi, vous avez raison de dire, elle ne serait pas votée par le Sénat, mais imaginez une loi défaite, ne serait-ce que défaite en première lecture à l'Assemblée. Ça sera un fait politique majeur. C'est un fait politique majeur, et c'est pas... Enfin, il y a quelque chose qui aurait été discuté et voté dans ce petit... Mais je suis d'accord avec vous, mais il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Le problème de la crise politique actuelle, c'est que les oppositions ne se mettent pas en situation de créer une alternance. Est-ce qu'on est d'accord autour de cette table pour dire que finalement, la rupture d'opinion, c'est le 49-3, et que pour des raisons justes ou injustes, on attribue ce 49-3 à la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est en train de se passer, et c'est un convertisseur d'opinion inimaginable. Mais je crois effectivement qu'il y a une crise démocratique qu'Emmanuel Macron ne veut pas voir. C'est pas le premier 49-3 qui est utilisé, mais là, dans le contexte, c'est une espèce d'alignement des planètes qui fait que 49-3 égale brutalité, égale régime illibéral, égale Macron. Vous savez pourquoi juste d'un mot, parce que Emmanuel Macron n'a pas compris, au lendemain des législatives de juin 2022, la 5e République est très plastique, on l'a vu, elle peut fonctionner à la fois sur un mode présidentiel quand il y a une majorité absolue, ou sur un mode parlementaire en période de cohabitation. On ne savait pas vers quoi ça allait en juin 2022, il a inventé n'importe quoi, un pseudo-conseil national de la refondation ou je sais plus quoi, bref, on était censé inventer une nouvelle méthode, il n'a juste pas compris qu'on revenait à un mode de fonctionnement parlementaire, finalement un peu à l'identique de ce qui se passerait dans une cohabitation. Ce qui aurait supposé d'avoir une première ministre qui soit beaucoup plus politique que ne l'est Elisabeth Borne, qui soit capable d'être une chef de majorité véritablement et pas juste la courroie d'exécution d'Emmanuel Macron, et probablement de réfléchir à un véritable accord de gouvernement et pas à des accords loi par loi. En ce sens, reconnaissons que le premier choix était bon. En ce sens, reconnaissons que Catherine Vautrin était plus un choix dans ce que vous décrivez que... S'il y avait eu un vrai accord de gouvernement avec les LR, parce que Catherine Vautrin, c'est comme Édouard Philippe, c'est le péché originel du macronisme, ça se passe, ce sont juste des trahisons individuelles, sans accord politique. François Bayrou, c'était un accord politique. Mais qu'il est indiscipliné, ce Jean-Sébastien Ferjou, il est pire que vous, François. Vous savez, parce qu'il est tellement content qu'on se retrouve à débat. Regardez la droite réactionnaire, regardez, on dit que c'est la gauche. Conservatrice, ça n'a rien à voir. On dit que c'est la gauche qui bordélise tout, je suis sage comme une image en régie. Silence les enfants, silence les enfants. Donc je voulais pas aller sur ce terrain-là maintenant, mais d'un mot quand même, puis avant cette première pause, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que le péché originel, comme l'a évoqué Jean-Sébastien et Françoise, c'est finalement cette campagne des législatives qui n'a pas eu lieu et cette impréparation d'Emmanuel Macron à se retrouver dans une telle situation? Alors, la campagne présidentielle n'a pas eu lieu, la campagne législative
a eu un peu plus lieu parce qu'il s'est un peu plus mouillé. Simplement, il a changé de pied. La campagne présidentielle s'est faite contre le RN, puisqu'effectivement, on n'a pas une majorité pour, on a une majorité contre. La campagne législative, il a complètement changé de pied pour devenir anti-NUP. C'est un axe qu'il a gardé depuis, d'ailleurs, anti-NUP, anti-LFI. Et depuis, il est là-dessus. Après, moi, je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il fait et que c'est complètement délibéré. On est dans un moment thatchérien. Si on fait un peu d'histoire, en 1984, Margaret Thatcher a défié ouvertement les syndicats. Elle a pris une mesure extrêmement impopulaire, brutale. Il y a eu une répression. Elle avait une majorité énorme. Attendez. Si vous me laissez finir, parce que comme d'habitude, en train de bordéliser les débats. Je plaisante. Vas-y. Moi, je constate simplement qu'en 1984, Margaret Thatcher, avec une majorité, puisque c'était l'une des premières ministres les plus populaires de son temps, ce que n'est pas Emmanuel Macron, mais il a pour lui, et il le rappelle sans arrêt, le fait d'avoir été élu président de la République avec encore 4 ans devant lui. Et ça lui donne la capacité de faire un moment thatchérien qui consiste à réunir tout le pays contre lui et à gagner à l'usure. Et c'est, je pense, son calcul. Après, diviser des syndicats, si on peut le faire, c'est bien. Les user, parce qu'ils auront eu leur moment et puis finalement, il s'est passé quoi ? Il s'est passé rien, parce qu'il s'est rien passé. De son point de vue à lui, je précise. Hein. Oui, bien sûr. Ignorer la crise, bah oui, c'est possible puisqu'il a 4 ans devant lui. Nous, on la vit, la crise, mais lui, il la vit pas. Ouais. Lui, il l'a dans le temps long. Il a encore 4 ans. Pardon. Et ce moment thatchérien, juste, s'il gagne cette bataille, il peut avoir brisé le mouvement syndical, la contestation, et il peut se dire, j'aurais fait ça. Il ne peut pas gagner cette bataille. Il ne peut pas gagner. De son point de vue, il peut, puisqu'il est en train de la gagner. Pas dans le cadre d'une crise démocratique. Mais il gagne rien du tout. S'il vous plaît, j'apprécie votre enthousiasme. Mais nous devons vivre. On fait une pause. Et on se retrouve juste après, on parlera de Jean-Luc Mélenchon. Les 80, là. Donc ça reste entre nous, le retour, et ça débat toujours, même pendant la pause, avec Jean-Sébastien Ferjou, Philippe parce qu'on n'est pas d'accord. J'ai du mal à les tenir, je dois vous dire, ce soir, ils sont extrêmement indisciplinés. Alors je voudrais maintenant qu'on évoque le climat politique et social en revenant sur les violences qui ont émaillé aussi ce 1er mai. 406 policiers blessés. On a vu notamment cette image très impressionnante d'un policier qui a pris feu après avoir reçu un cocktail Molotov. Avant d'en venir aux polémiques ou au sujet sur le maintien de l'ordre et les passes d'armes politiques autour de ce maintien de l'ordre, je voudrais votre avis. Est-ce que ces individus violents, qu'on appelle les Black Blocs, d'abord pour parler d'eux, est-ce qu'ils sont là pour demander le retrait de la réforme des retraites ? Ou est-ce qu'il ne faut pas tout mélanger ? Alors, ça me fait bien mal au bide, pardon, et à la tête de le dire. Mais les Black Blocs ont une idéologie. On ne la partage pas, aucun de nous ne peut la partager. Moi, je les connais depuis 2001, depuis Gênes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est resté dans les mémoires avec ce militant qui est tué par une balle. On s'en prend plein la patate. C'est là que les Black Blocs, moi j'étais à l'époque pour France Inter, je me permets, c'est là que les Black Blocs apparaissent véritablement dans les manifs avec les Black Blocs italiens. Il y avait eu Seattle, mais sur le terrain européen, c'est une folie. Et on voit ces gens-là, mais ils ont une idéologie, ils sont extrêmement organisés. On met à bas le capital, je ne sais pas, le capitalisme, on le remplace par je ne sais pas quoi, mais en tout cas, oui, ces gens-là sont là pour exprimer une idéologie, aussi violente soit-elle, aussi insupportable soit-elle, aussi toxique soit-elle, parce qu'il y a quand même en gros 5000 Black Blocs sur l'ensemble du territoire le 1er mai qui ont littéralement kidnappé 1,5 million de gens. Je vais donner pas le chiffre de la CGT, mais c'est plus d'1 million de gens qui manifestaient dans la rue. Voilà. Donc ils ont une idéologie. Et ils n'ont rien à voir avec la réforme des retraites, on est d'accord. Néanmoins. Si, parce qu'ils considèrent que cette réforme des retraites, on veut la changer pour favoriser le capital. Donc ils sont vraiment, pour eux, c'est absolument logique d'aller taper, frapper. Alors après blesser, ça c'est insupportable. Mais pour eux, il y a une logique, si vous voulez, dans la démonstration sur la réforme des retraites. Mais en même temps, on a vu effectivement beaucoup de Black Blocs à Paris, mais on a vu par exemple à Angers des gens qui sont aussi allés s'en prendre à la mairie, qui ont cassé plusieurs commerces. Et l'ancien maire d'Angers, Christophe Béchu, disait c'est pas seulement des Black Blocs, on retrouve là aussi tout un mouvement qui est lié à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a été explosée et qui est aujourd'hui dans l'Ouest et sème un peu partout. Est-ce qu'au-delà des Black Blocs, il n'y a pas aussi une partie radicale de certains militants qui aujourd'hui
est peut-être plus importante, plus influente et peut-être un peu mésestimée dans le paysage général, Jean-Sébastien. Si, bien sûr, il y a une zone grise. Je ne sais pas s'il faudrait les appeler les gris blocs. Enfin non, parce que c'est pas un bloc, c'est pour le coup encore moins structuré que les black blocs. Mais on est face à plusieurs crises démocratiques et qu'Emmanuel Macron d'ailleurs ignore superbement. Vous en avez une première qui est le conflit de facto qu'il y a entre la croissance et la protection de la planète, ou en tout cas le développement économique et la protection de la planète, avec des minorités très radicales engagées sur ces combats-là. Comment vous gérez ça dans une démocratie? Il y a le conflit entre la protection du vivant, la biodiversité et la souveraineté et la sécurité alimentaire. Comment vous gérez ça dans une démocratie avec encore une fois des minorités radicales qui essayent d'empêcher des projets? On l'a vu notamment à Sainte-Soline. Et vous avez aussi la question de l'efficacité du politique dans une société qui est totalement atomisée, polarisée, dans laquelle il n'y a plus de partis, plus de représentation. Nous sommes au cœur d'une crise démocratique qui n'est pas d'ailleurs de très loin ce que crée ou ne crée pas Emmanuel Macron, mais il faut la gérer. Et tous ces gens-là qu'on voit dans la rue, ils sont les représentants de ces crises-là. Et il va falloir que nous inventions collectivement des moyens d'y faire face, parce qu'en l'état, nous ne les avons pas, mais les ignorer et être sur une posture purement rigide. Alors moi, ça me choque énormément, la violence, comme vous pouvez l'imaginer. Je trouve qu'il y a une profonde responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, à minima, de ne pas se distinguer de ces gens-là, alors même qu'il n'est pas dans la même idéologie. Parce que pour le coup, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il voudrait un État très fort. Arrête le débat avant, t'inquiète pas, j'ai les arguments, ne t'inquiète pas. On va y venir. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'est pas sur la même idéologie. Mais justement, attendez que j'aille au bout de la phrase, il n'est pas sur la même idéologie. Lui, il voudrait un État très fort, eux ne veulent pas. On va y venir. Le faux compliment pour bien le flinguer. On va venir à Jean-Luc. Enfin, pas le flinguer. Le faux compliment. On va y venir à Jean-Luc Mélenchon. Ne vous inquiétez pas, je lui ai réservé un traitement de faveur. Mais d'abord, Philippe Moreau-Chevrolet sur cette violence qui essaime un peu partout dans la société, au-delà même du mouvement des Black Blocs. Alors la violence qui est nouveau, c'est qu'elle est soutenue par la population générale. C'est qu'on a observé pendant les Gilets jaunes pour la première fois, la grande stupéfaction des analystes, c'est que plus la violence montait, normalement avant, dans les temps anciens, plus la violence montait, plus la population décrochait et ne supportait plus le mouvement. Là, ça se produit pas. C'est-à-dire que même à la fin des Gilets jaunes, qui était un mouvement, un ovni politique, qui n'était pas identifiable ni à gauche ni à droite, et on avait un soutien de la population, y compris pendant les violences, à plus de 60%. On observe, à mon avis, la même chose en ce moment, qui est que les gens ne condamnent pas les violences. Donc il y a une tolérance à la violence politique qui est de plus en plus forte. Ça va de pair avec le fait qu'on agresse volontiers son maire maintenant, ses députés, qu'on va murer des permanences, qu'on va attendre les députés devant chez eux, qu'on va les insulter, qu'on va les menacer de violence aussi sur les réseaux sociaux. C'est un climat général de violence politique qui s'est renforcé, qui n'est pas exclusif à la gauche. Et évidemment, quand on arrive à des situations où il n'y a plus du tout de dialogue démocratique, parce qu'en ce moment, il n'y a plus du tout de dialogue démocratique, on arrive à des violences extrêmes dont profitent des groupes qui sont anecdotiques. Sinon, d'un mot, François, parce que je voudrais qu'on avance. Les Black Blocs ne sont représentés nulle part, n'ont pas de dirigeants, n'ont pas de programme politique. Une minute, d'un mot, François. Juste pour dire quand même que nous avons, j'entends tout le discours sur la violence actuelle, nous avons quand même progressé. On parle de ces activistes-là. Je reviens dans les années 70, les années de plomb qu'ont connu l'Italie, la France et l'Allemagne, avec vraiment les brigades rouges et les brigades noires, et les brigades noires, c'est-à-dire le pendant à l'extrême droite. On peut quand même dire que nos sociétés européennes ont évolué. Non, pas du tout. Il y a peut-être à l'époque des mouvements plus radicaux. Il y a du terrorisme, la violence, c'est partout. En France, le terrorisme d'extrême droite est recensé par le ministère de l'Intérieur comme la principale source de terrorisme. On laisse terminer François. Il faut être précis. Moi, je vais être précise parce que je fais l'histoire politique autant que vous, mon cher ami. Je veux dire qu'aujourd'hui, on n'assassine pas Aldo Moro et on ne le retrouve pas dans un coffre de voiture. On n'assassine pas René Audran, vous comprenez? Ou on met pas une bombe à la gare de Bologne comme non, on attaque des mosquées, on attaque des synagogues, on attaque tous les symboles religieux de l'extrême droite. Les attaques viennent de l'extrême droite. Je dis qu'il ne faut pas grossir, il ne faut absolument pas grossir cette radicalité. Elle existe, elle a toujours existé dans le paysage, mais bien sûr, elle a toujours existé. L'activisme vert, il a toujours existé. Si vous pensez que les gens qui manifestaient contre la centrale de Pleumeur-Baudou dans les années 70, ils étaient moins violents que ceux qui défendent. Mais il n'y avait pas la même angoisse sur la soutenabilité de notre modèle. Moi, je veux dire par là qu'il faut arrêter de dramatiser. Je comprends bien la stratégie politique qui consiste à dire tout ça c'est la gauche, etc. Mais on a quand même évolué dans nos sociétés. On a compris. Les groupes radicaux sont plus contraints. Alors, on va venir maintenant à Jean-Luc Mélenchon, comme je vous le disais. Il a donc, lui, tweeté le maintien de l'ordre a tourné une fois de plus à une absurde violence générale. Darmanin est 100% responsable. Alors, pour être tout à fait juste, Manuel Bompard, qui est lui coordinateur de la France Insoumise, a tenu des propos un peu plus mesurés. Mon parti et l'ensemble de ses dirigeants ont toujours dit qu'ils étaient opposés à toute forme de violence contre qui que ce soit.
Néanmoins, certains y voient une ambiguïté de LFI sur le sujet des violences qui a suscité, on va l'entendre, la colère de Gérald Darmanin. C'était à l'Assemblée nationale face au député Antoine Léaumont. Monsieur le député Léaumont, vous nous avez habitués. Vous nous aviez habitués. Là où vous nous avez moins habitués, c'est pas tellement votre haine anti-police, c'est que vous n'avez même pas un mot pour les 3 militants du Parti communiste qui ont été agressés par les Black Blocs. Et si le Parti communiste français a fait ce matin un communiqué extrêmement clair, soutenant les forces de l'ordre, protégeant le droit de manifester et condamnant les violences des Black Blocs, vous êtes les complices manifestement de ces violences quand ici, devant les représentants du peuple, vous ne condamnez pas les gens qui, à coups de cocktail Molotov, abattent notre démocratie. Alors, question simple, est-ce que Gérald Darmanin a raison de dénoncer les ambiguïtés de LFI ou est-ce que c'est un mauvais procès, Jean-Sébastien ? Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est dans une espèce de duel qui écrase la réalité. Bien sûr que Gérald Darmanin a raison de souligner que c'est insupportable de s'en prendre à des policiers, oui. de rappeler le nombre de policiers qui ont été blessés. Je trouve qu'il a aussi raison de souligner que la France insoumise ne se préoccupe pas un mot chez Jean-Luc Mélenchon pour se préoccuper du policier brûlé. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi des manifestants qui ont été blessés. Et cette question-là, elle est démocratique. Alors, il me semble, on est dans une semaine de contrôle du Parlement à l'heure actuelle, que la NUPES, justement, va mettre cette question-là en avant. Il est normal que ces questions-là soient posées, non pas pour mettre en cause les policiers en tant que personne, contrairement à ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, en allant jusqu'à parler de la psychiatrie, peut-être, ou des dérives psychiatriques des gens qui appartiendraient aux brigades, aux fameuses braves, mais en posant des questions concrètes sur les stratégies de maintien de l'ordre, sur le fait qu'il y ait des Black Blocs, peut-être que ça suppose que vous ayez des stratégies, justement, policières qui soient différentes. Ces questions-là, par santé démocratique, elles doivent être posées. Et Gérald Darmanin les écarte totalement, parce qu'il est juste sur une posture où il joue l'opinion, il joue le réflexe du parti de l'ordre, du parti légaliste, mais je pense qu'il se trompe sur la société française. Philippe l'évoquait tout à l'heure, l'adhésion à la violence, au recours à la violence s'est installée. On le voit, il y a jusqu'à 30% des Français qui considèrent que ça peut être légitime. On ne peut pas ignorer cette question-là, et on ne peut pas ignorer non plus la manière qu'a l'État de s'y adapter. C'est une question qu'il faut absolument aborder. Françoise, puis Philippe, ensuite Françoise. Moi, je suis très inquiète de la stratégie qui est adoptée par Emmanuel Macron. Philippe, vous l'avez très bien fait de le rappeler pendant les législatives, ça commence. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est le diable de la République, sauf les soirs de premier tour, où d'un seul coup, tout le monde le trouve extraordinaire, parce qu'il appelle à faire barrage, mais pas toi, parce qu'il appelle à faire barrage contre Marine Le Pen. Donc, moi, j'en ai assez de ça. Depuis les législatives, que ce soit Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, c'est une insulte permanente de la gauche. C'est pas simplement de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la gauche. C'est aussi, mais bien sûr que c'est la gauche. C'est pas la gauche. Excusez-moi. C'est LFI. Excusez-moi de vous le dire. Il n'y a aucune. Mais non, soyons clairs, nets et précis, que ça plaise ou pas. Mélenchon, avec LFI, avec sa stratégie, a réussi à amener 150 ou 160 députés de gauche à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon, on le connaît, ok ? Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Cette stratégie qui consiste, c'est du macrono-lepénisme, c'est-à-dire cette stratégie qui consiste à diaboliser la gauche, à la diaboliser à chaque instant, à chaque minute, à travers un grand diable qui serait Jean-Luc Mélenchon, pour donner le poids à Marine Le Pen en pensant qu'on sera assez malin pour la défaire en 2027, c'est une stratégie toxique. Je suis désolé de vous le dire. Mais ça vaut aussi pour Marine Le Pen. Mais Gérald Darmanin, c'est du Sarkozy à petits pieds. Écoutez, vous allez quand même pas m'expliquer que Gérald Darmanin a du talent. Choisir cette stratégie monomaniaque de taper en permanence sur la gauche, il le sait très bien ce que ça va donner. Parce que par miroir, évidemment que ça avantage Marine Le Pen. Et en plus, c'est injuste, c'est idiot, c'est bête. Philippe Monchevrolet. Le macrono-lepénisme existe. C'est pas Darmanin qui est à l'origine de cette stratégie, c'est l'Élysée. Darmanin, c'est un porte-parole plus doué que les autres, mais un porte-parole de la stratégie d'Emmanuel Macron. Il pense ça aussi, je pense. Après, je sais pas ce que pense Gérald Darmanin. J'ai pas très envie de rentrer dans son cerveau, pour être franc, mais il peut être l'un des candidats pour 2027. Darmanin est l'un de ceux qui se tient au gouvernement le mieux. Le problème du macronisme numéro 1, c'est qu'il n'y aura pas de troisième mandat Macron. Et sur Jean-Luc Mélenchon, pardon. Le problème, c'est que pour l'instant, on est face à un vide quand même. Non, pas tant que ça, je vais y venir. Voilà, parce que le problème de l'incarnation est réel. Donc, ce que dit Françoise est vrai dans un certain sens, c'est-à-dire qu'à gauche, en ce moment, de présidentiable, en dehors d'Emmanuel Macron, en dehors de Jean-Luc Mélenchon, il y a
personne. Il y a éventuellement François Ruffin qui commence à être une alternative acceptable pour la gauche, entre guillemets, de gouvernement, ou ce qu'il en reste. Et sinon, il n'y a personne, véritablement. Il y a un désert. Donc, Jean-Luc Mélenchon est l'incarnation d'une alternance possible. Et aujourd'hui, l'alternance qu'on a, c'est Mélenchon-Le Pen et au milieu, le vide. On va y venir parce que 4 ans, c'est loin. Hein. Oui, je suis d'accord. Emmanuel Macron n'était pas connu 2 ans avant la présidentielle. Non, c'est pas. Ah non, il faut arrêter avec ça. Antonin, il faut arrêter avec ça. Il avait 10 millions de trésors de guerre. Il était énarque. Non. Philippe, j'étais journaliste politique longtemps. Non, mais on fait pas une présidentielle. 4 ans avant, ça n'est pas joué. C'est très compliqué de savoir exactement qui sera en finale. On va continuer sur. Même 3 jours avant. Voilà. Même 3 jours avant. Non, mais des conditions. Non, mais ça, c'était pas mon sujet. Non, mais il a raison. Ça ne se passe plus comme ça. Voilà, ça ne se passe plus comme ça. Arrêtez, on est en train de le faire. Mélenchon. Je veux qu'on poursuive sur Mélenchon parce que François, vous avez soulevé un point important. Vous considérez que Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche et qu'il incarne une alternative. Je voudrais qu'on entende pour éclairer votre propos et pour y revenir. Si vous le permettez. Vous permettez, François, c'est gentil. Je vous permets tout à vous. Juste avant le départ de la manifestation, on va écouter un extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon. C'était juste avant le départ de la manifestation du 1er mai. Le dernier rang des combattants, c'est le vôtre. Les premiers à courir devant, c'est vous. Les derniers à céder, c'est vous. À bas la mauvaise République. À bas la mauvaise République. Et puis à l'Assemblée nationale, un député LFI a lancé le 14 juillet, vous aurez votre prise de la Bastille. C'est pas grave. Est-ce que le but de Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment d'exercer le pouvoir? Parce qu'on n'a pas l'impression, on a l'impression que son but, c'est pas d'exercer le pouvoir, c'est de renverser le système. Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas comme si Jean-Luc Mélenchon, moi ça fait 20 ans que je le connais, vous aussi, Antonin, on a tellement fait d'interviews. Celui qui s'est pas fait engueuler par Jean-Luc Mélenchon une fois ne sait pas ce que c'est qu'être journaliste politique, par exemple. Donc on connaît bien le tempérament de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas comme si on savait pas que depuis. Non, mais les mots ont un sens. À bas la République. À bas la mauvaise République. Vous savez, la mauvaise République, il a toujours dit, Jean-Luc Mélenchon a toujours parlé de cette mauvaise République. La 5e, c'est pas parce que c'est la 5e, c'est parce que le système fait qu'elle génère des comportements toxiques de la part... Et nous sommes au paroxysme en plus de ça. Emmanuel Macron, j'espère de tout cœur qu'il sera le dernier président de la 5e, c'est-à-dire à pouvoir tordre à ce point une constitution pour en faire un pouvoir personnel. Et Jean-Luc Mélenchon, il n'y a rien d'étonnant à cela. Lui faire un procès parce qu'il dit mauvaise République, l'accuser de sédition, il a toujours été comme ça, Jean-Luc Mélenchon. Il a toujours dit, nous ne pouvons plus continuer avec la 5e. Le procès qu'on peut faire à Jean-Luc Mélenchon, si je peux me permettre, c'est un procès sur ses ambiguïtés. Il y a des ambiguïtés sur le rapport au pouvoir. Oui, est-ce qu'il changerait vraiment la 5e République? Comme Mitterrand, je crois pas. Ah oui, complètement. Alors lui, il s'est engagé. Complètement comme Mitterrand, mais c'est intéressant comme comparaison. Mitterrand a été élu sur un discours tout aussi violent que celui de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Voire plus violent, parce qu'à l'époque, il proposait de remettre en cause le capitalisme. Jean-Luc Mélenchon ne propose pas franchement ça. Il y a d'autres ambiguïtés. Il le propose, mais c'est pas complètement assumé. Il y a d'autres ambiguïtés. Il y a des ambiguïtés sur le mouvement anti-vax. Il drague largement les anti-vax. Il y a des ambiguïtés encore plus gênantes pour moi sur Poutine. Est-ce qu'il est pro-Poutine, anti-Poutine? On ne sait pas. Écoutez, moi, honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression d'écouter François Fillon là-dessus quand j'écoute Mélenchon. Non, écoutez, il va pas des rillettes sur la place rouge quand même. Pas encore. Cette série d'ambiguïtés là autour de Jean-Luc Mélenchon, elles sont réelles. C'est ce qui fait qu'on peut le diaboliser d'ailleurs, puisqu'on profite de ses faiblesses pour l'attaquer. Et moi, je trouve que ces ambiguïtés là, c'est un vrai problème. On entend d'autres leaders de gauche justement prendre la parole. Je pense à François Fillon, François Ruffin. Pardon. Ça vous place loin, Antonin. Si pour vous, François Fillon est un leader de gauche, François Ruffin. Le coming out d'Antonin André. On l'attendait depuis des années. Je pense à François Ruffin qui se dit social-démocrate, qui appelle à tenir un discours d'espoir, peut-être plus rassembleur. Il faut apaiser, dit-il. Cécile Duflot aussi dénonce en creux la guérilla menée par LFI. Elle appelle à une opposition apaisée. Est-ce que LFI s'est discrédité, ou en tout cas a montré ses limites dans ce conflit des retraites, Jean-Sébastien? Je pense que oui, clairement, on l'a vu aussi, j'y faisais référence rapidement tout à l'heure, les tweets du Parti communiste d'hier ressortant des campagnes des années 60 disant « Nous sommes le seul parti qui défend les ouvriers sans violence, contrairement au mouvement trotskiste, maoïste, etc. » Oui, mais enfin, c'est une réalité quand même, avec une réponse de Sofia Chikirou, en gros, traitant Fabien Roussel de staliniste. On a vu Daniel Obono faisant une pression sur Marine Tondelier pour essayer de
tordre le bras d'Europe Écologie Les Verts pour une liste unique aux européennes. Donc oui, très clairement, je pense que ça a laissé des traces, parce qu'il y a deux stratégies. Il y a des gens qui sont dans la NUPS, qui sont dans une stratégie parlementaire classique, ceux qui voulaient qu'on examine le fameux article 7 du projet de loi sur les retraites, celui sur l'âge, et puis il y a une stratégie qui est plus insurrectionnelle. Moi, je suis désolé, Françoise connaît Jean-Luc Mélenchon personnellement certainement beaucoup mieux que ce que je souhaite, moi. Pas personnellement, mais vous adoreriez, vous aimez la culture, vous adoreriez parler politique avec lui. Moi, justement, je lis ce qu'il écrit. Quand je lis ce qu'il écrit, quand je vois qu'il théorise l'insurrection, la création d'un peuple révolutionnaire, la conflictualité permanente. C'est notre ADN, mais ne soyez pas conservateur comme ça, vous faites de la révolution conservatrice. Excusez-moi, Philippe a raison de rappeler, reprenez la campagne de 81 de François Mitterrand, mais arrêtez. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est quasiment un centriste. Moi, j'en ai surtout marre qu'on réduise la politique à des problèmes psychologiques personnels. Si vous parlez tous en même temps, je voudrais aller au bout. C'était moi. Allez-y, Jean-Sébastien, et après, Françoise, on va faire une pause. François Mitterrand. J'ai des choses à dire. François Mitterrand n'avait jamais souhaité faire adhérer la France à une union bolivarienne. François Mitterrand ne faisait pas des choses avec Chantal Mouffe sur la création d'un peuple révolutionnaire. François Mitterrand n'écrivait pas des textes citant Mao, disant la construction d'un peuple révolutionnaire n'est pas un dîner de gala. Pardon, il faut ouvrir les yeux. Bon, peut-être que Jean-Luc Mélenchon est schizophrène et que les jours pairs il est révolutionnaire et que le lendemain il est républicain, mais ça n'empêche pas que les jours pairs il est révolutionnaire. On va profiter de la pause pour calmer les esprits. Françoise, c'est la pause. C'est la pause, on revient tout de suite. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, émission explosive ce soir avec Françoise Degois, Jean-Sébastien Farjou et Philippe Moreau-Chevrolet. On va venir au Rassemblement National, mais j'avais quand même une dernière question sur la gauche et le conflit des retraites. Si on prend un peu de recul, est-ce que la gauche a loupé le virage de la réforme des retraites ? Parce que c'est un sujet social, ça touche les plus modestes, ça touche les salariés. Et pourtant, on a l'impression qu'effectivement, la gauche a davantage mené le combat sur la crise de régime que sur les problèmes quotidiens des Français. Moi, je pense que la gauche, je pense que la gauche est restée dans son rôle dans lequel les syndicats repoussent toujours les partis politiques en cas de grand conflit. Ils ont bien raison. En 95, la gauche, elle est autant sous les teignoirs qu'elle ne l'est aujourd'hui, la gauche ou la droite d'ailleurs. Je trouve que c'est la force des mouvements sociaux, c'est de rappeler que la France est une république sociale également. Et est-ce que la gauche a raté le coche ? Non, elle a fait son travail. Elle a fait son travail politique. Elle a fait son travail sur la crise démocratique. Et ce qui est intéressant et qui est heureux, moi, qui m'a vraiment réjoui cette fois-ci, ce sont les syndicats qui ont redémontré la vivacité de la République sociale. Je vous assure, je n'aurais pas parié un copec sur une renaissance pareille. Donc, en ce sens, je ne crois pas que le coche soit raté parce que il est raté tout le temps quand les conflits, quand les mouvements sociaux fonctionnent, les partis politiques sont toujours à l'extérieur. Et c'est sain. Et je trouve que c'est sain. 95, vous n'avez pas le Parti socialiste ou le Parti communiste qui profite de la crise de 95. Oui, mais enfin, au Parlement, Jean-Sébastien, on fait aussi la loi. C'est-à-dire qu'au Parlement, normalement, on négocie, on discute des textes, on fait des propositions, on essaye Qu'est-ce que vous voulez discuter avec Elisabeth Borne ? Est-ce que la gauche à l'Assemblée nationale a joué son rôle de relais, d'une certaine façon, des revendications des syndicats ? Je l'évoquais tout à l'heure, déjà, la gauche elle-même s'est divisée. Autant il y a eu une intersyndicale, et je trouve que c'est un vrai actif pour le coup, parce que ça pourrait être le socle pour refonder la démocratie sociale française, et on en a bien besoin, et on en a d'autant plus besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où le télétravail empêche qu'on bloque le pays, il faut bien que la négociation se passe quelque part. Mais moi, je crois surtout que ni la gauche ni la droite n'ont réussi à se refonder après 2017, et qu'on est au bout de cette décomposition. Alors Emmanuel Macron n'en est pas la seule cause, sauf qu'il l'a accentué, parce que d'une certaine manière, avec son ni droite ni gauche, ou et droite et gauche, en enlevant ce clivage-là, il a contraint ceux qui restaient de la gauche et de la droite à se réfugier sur des positions plus radicales. Alors, tu crois vraiment que la gauche n'est pas refondée ? Moi, je pense que c'est un acte de refondation des législatives. Je pense que la gauche n'est pas refondée pour des raisons assez... Non, parce que personne n'est capable de tenir un discours économique et social qui soit véritablement convaincant. Oh, oui, d'accord. Ça parle des minorités, je pense qu'il y a... Des minorités à 26%. On va pas recommencer. Des minorités à 26%, écoute. Bah si, à 26%. Oui, mais je pense qu'il y a une majorité de Français qui se sentent orphelins de représentation parce qu'ils sentent bien que les discours qu'on leur sert ne
sont pas adaptées au monde d'aujourd'hui, ne correspondent pas au monde d'aujourd'hui. Mais je veux dire, même chez Emmanuel Macron, faire des hypothèses budgétaires à 15 ans pour le système des retraites, Jean-Sébastien, est-ce que tu peux qui va tout changer à la productivité, c'est absurde. Arrête, ChatGPT n'a rien à voir avec ça. Je te dis juste, est-ce que, revenons à la politique, est-ce que vous considérez, oui ou non, moi j'ai l'impression que vous ne le considérez pas, que désormais, il y a des refondations qui sont faites et qu'il y a 3 blocs dans ce pays. Moi, je considère que les législatives, avec la NUPES, c'est le point de départ d'une refondation de la gauche, au moins d'une victoire. Je pense que la NUPES sera le plafond vert de la gauche. On a beaucoup parlé de la gauche et sans doute que les européennes, notamment entre les écologistes, les socialistes et LFI, c'est pas tout à fait la même vision de l'Europe. Je suis d'accord. Ce sera peut-être un juge de paix aussi et on verra pour la suite. Peut-être que vous avez raison, Françoise, je vous le souhaite parce qu'apparemment vous le souhaitez, mais c'est un sujet... Jean Jaurès disait il n'y a que l'union. Voilà, l'union est en combat, moi je ne crois qu'à l'union. Je voudrais qu'on en vienne maintenant au Rassemblement National. D'une certaine façon, le Rassemblement National, dans cette séquence, a refusé la contestation bruyante à l'Assemblée, les casserolades. Et le rendez-vous pour le Rassemblement National, en fait, c'est pas maintenant, c'est 2027. On entend tout de suite le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Ne troquez jamais votre bulletin de vote contre une casserole, car le bruit le plus fort, c'est celui du bulletin de vote qui tombe dans l'urne. Ne pensez pas que c'est en faisant uniquement du bruit sur des casseroles que vous allez faire reculer le gouvernement. Ils ne reculeront pas. La seule façon de les faire reculer, c'est de les battre aux élections. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que Marine Le Pen creuse son sillon sereinement vers 2027 avec des chances, selon vous, d'y parvenir? Oui, ce que tous les analystes, les sondeurs, les sociologues, les gens tout à fait modérés comme Pierre Rosanvallon, qui commencent à s'inquiéter sérieusement, vous diront, c'est que Marine Le Pen est pour l'instant à 4 ans de l'échéance, c'est vrai, mais en tout cas pour l'instant, la seule survivante dans les mouvements politiques actuels qui peut prétendre à prendre la présidence de la République. Moi, ce qui me choque, ce qui me frappe dans le débat qu'on a eu il y a 2 minutes, c'est qu'on est toujours en termes de personnalité. C'est-à-dire, Jean-Luc Mélenchon est-il mieux que Emmanuel Macron? On essaie de rentrer dans leur cerveau, tout ça est très intéressant. C'est pas du tout la proposition de Marine Le Pen. Ce qui est intelligent dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le parti, en gros, majoritaire, entre guillemets, à contre-pied. LREM, Renaissance, est focalisé sur je tape sur la NUP, je tape sur LFI, j'en fais effectivement un diable et j'essaie de regagner du crédit et une majorité parlementaire dessus. Elle, à ce moment-là, au moment où par ailleurs il est le plus faible à cause de la réforme des retraites, elle les attaque sur le flanc droit, très tranquillement, avec une scène inaugurale qui est une scène centrale, très horizontale, donc on n'est pas du tout dans la verticalité, elle communique de manière assez proche des gens. Elle le fait à contre-pied total et elle marque des points sur un ton extrêmement modéré. Votez pour nous. N'allez pas faire de la rébellion. Votez pour nous. Elle tape sur quoi? Elle tape sur les incapacités d'Elisabeth Borne à bien gouverner, ce qui est à peu près crédible parce qu'Elisabeth Borne n'est pas une politique, on l'a dit. Elle tape sur les insuffisances, elle tape là où ça fait mal, mais elle le fait d'une manière très constructive. Et c'est ça qui manque au fond à la gauche, comme la gauche est dans un espèce de face à face avec le pouvoir et aussi tétanisé que le pouvoir par ce face à face. Comme par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a ses limites, c'est-à-dire qu'il ne peut pas capter la gauche du gouvernement, il a du mal à aller chercher les modérés, évidemment. Ben voilà, il y a un boulevard pour Marine Le Pen. L'électorat populaire est du côté du RN, de toute façon. Moi, je voulais juste dire que déjà, il faut déconstruire ce genre de discours, en ce sens qu'il a capté l'électorat modéré, parce qu'il est devenu... On ne parle plus de Jean-Luc Mélenchon. Mais parce qu'il... de Marine Le Pen. Après, moi, ces discours catastrophiques... Ah oui, Jean-Marie Le Pen, bravo. Mais moi, je ne sais pas catastrophique. Il faut être réaliste en politique. Alors moi, j'ai toujours entendu, justement, je suis réaliste et je vous dis juste... Alors regardez les chiffres, c'est tout. Voilà, moi je me souviens qu'on a annoncé 5 régions gagnées par Marine Le Pen. Ça ne veut rien dire les chiffres aujourd'hui. Je pense quand est-ce que ça voudra dire quelque chose? Vous allez commencer la campagne 2 semaines avant en espérant gagner. Elle est en campagne, Marine Le Pen. Réveillez-vous. Elle est en campagne en permanence. Ça fait 15 ans qu'elle est en campagne. Macron est en campagne. Sarkozy a passé... parce que vous êtes les meilleurs. Mais c'est pas... Non, on dirait François Hollande en 2017. On va laisser France 2016, pardon. C'est pas la peine d'être
comme ça. Je ne parle. Mais c'est complètement idiot ce que vous dites. On dirait Vous ne pourrez pas François gagner Hollande. parce que vous avez la volonté de gagner. Je n'ai pas dit ça. Je dis que je vais argumenter. On dirait un macroniste aussi arrogant qu'un macroniste. C'est dingue. On dirait Olivier Véran. On va rester correct. C'est pas la plus mauvaise comparaison. Donc vous considérez que François Hollande... Vous n'avez pas toujours détesté François Hollande. Je l'aime infiniment, François Hollande, mais j'aimerais bien qu'il reste à sa place. Je voulais juste dire que... S'il vous plaît. Je voulais juste dire qu'il y a un surmoi en France qui fait que de toute façon, Marine Le Pen, même s'il est au second tour, ne sera pas élue. Je pense que tous les discours que vous nous sortez, ça fait des années que je vous entends les sortir. On a fait suffisamment de débats. Et oui, le Front National va gagner, etc. Ça fait des années que je suis contre l'extrême droite. Mais moi je vous aussi, le confirme. je suis contre l'extrême droite. Mais je n'en fais. Mais je suis 100% contre l'extrême droite. Et la preuve, je fais partie de tous les andouilles qui font barrage depuis des années à l'extrême droite en se disant il y a une maladie grave, il y en a une encore plus grave. On traite d'abord la maladie plus grave. Donc ne venez pas me faire ce procès. Je vous dis juste que je ne crois pas du tout à cette faribole-là. Continue à alimenter le discours sur la gauche est nulle, elle n'y arrivera jamais. Moi, je vous dis, candidat de gauche. De fait, la gauche est nulle. Mais un candidat de gauche au second tour qui arrive à rassembler un peu plus que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen est battue. Mais je vous le dis, il y a un surmoi dans ce pays. Sortez du marketing. On n'est pas là pour vendre la marque Mélenchon. C'est vous qui êtes dans le marketing. C'est vous faites du marketing Mélenchon. Mais je parle pas de Mélenchon. Mais je parle pas de Mélenchon. Vous vendez pas du Coca-Cola. Mais je parle pas de Mélenchon. Si Ruffin, par exemple, arrive. Ouais, pardon. Françoise. Moi, je veux bien vous dire ce que je pense de Marine Le Pen. Je vous assure que pour les auditeurs, c'est compliqué de vous entendre quand vous vous invectivez de cette façon-là. Donc, effectivement, je vais donner la parole à Jean-Sébastien, ça vous laissera le temps de vous détendre un peu. Oui, détends-toi. Marine Le Pen perce dans des électorats aujourd'hui qu'elle ne pénétrait pas avant, c'est-à-dire les fonctionnaires notamment, les cadres même d'une certaine façon. Est-ce que vous voyez peu à peu le grignotage du Rassemblement national et Marine Le Pen en possible gagnante en 2027 ? Ou en tout cas en progression. En progression, certainement. Je pense malgré tout que les Français ont très bien compris comment utiliser les sondages et que ce qu'ils répondent aujourd'hui, en disant notamment que dans le cadre d'un deuxième tour, ils voteraient ou ils éliraient Marine Le Pen, ça n'est jamais qu'un bras d'honneur qu'ils feront à Emmanuel Macron, ça n'est pas une intention de vote en soi. Je pense que le Rassemblement national a progressé, mais il a un plafond de verre qui n'est plus lié à sa diabolisation. Je ne crois pas que les Français pensent que si Marine Le Pen était élue, on rentrerait dans le fascisme. Perpignan n'est pas devenu un mini Troisième Reich. Et pourtant, Louis Alliot y a été élu. Mais il y a toujours un problème à la fois de compétences et un problème... Le Rassemblement national ressemble à une aventure politique. Et les pays qui vont dans l'aventure politique sont les pays où les gens n'ont plus rien à perdre. Alors c'est certainement dur à entendre pour les Français qui sont dans des situations économiques et sociales difficiles, mais dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à perdre. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude de l'INSEE qui a été publiée au mois de mars. Il y a 70% des Français qui sont bénéficiaires nets de l'État-providence, c'est-à-dire qui reçoivent plus de l'État que ce qu'ils contribuent à l'effort des finances publiques. Vous n'aurez pas d'aventure politique. Là, vous avez eu du Trumpisme, là, vous avez le Brexit. Ce sont dans des endroits où les gens n'ont plus rien à perdre. Quand il y a eu le référendum sur l'indépendance écossaise, les gens qui avaient le plus voté en faveur de l'indépendance de l'Écosse n'étaient pas les nationalistes écossais, c'était les plus défavorisés, ceux qui n'avaient rien d'autre à perdre, ceux qui disaient mais de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? On a tout essayé, on peut essayer ça aussi. Nous n'en sommes pas là en France parce qu'aussi longtemps que les Français vivent avec leur retraite, vivent avec les transferts sociaux, les minima sociaux, etc., le Rassemblement national reste perçu comme une aventure parce qu'il y a un problème, comme je vous le disais, de compétences qui est lié pour le coup encore à la diabolisation. C'est-à-dire que comme il est très difficile d'être candidat RN dans une partie de la France, c'est certainement plus le cas dans les Bouches-du-Rhône ou sur le pourtour méditerranéen, mais si vous êtes garagiste, comptable, pharmacien, je sais pas où dans l'Ouest, vous perdez instantanément la moitié de votre clientèle. Donc mécaniquement, le RN a des candidats qui sont moins bons. Donc mécaniquement, ce sont aussi des candidats, quand vous allez regarder sur leurs réseaux sociaux et tout, vous voyez qu'ils tiennent des propos racistes ou je sais pas quoi, parce que c'est pas, pour le dire entre guillemets, c'est pas le haut du panier. Et donc le RN a un problème de ce point de vue-là. Si vous voulez vraiment être élu, la mère de Sébastien Chenu, qui a 75 ans, ne serait pas l'assistante parlementaire de Philippe Ballard. Merci, parce que Jean-Sébastien Ferjou a pu mener un raisonnement sans qu'on l'interrompe. Voilà, je pense que nos éditeurs ont intéressant qui plus intéressant en plus, oui, très intéressant. François, je vous donne à présent la parole si vous souhaitez réagir au long pour dire, je réagis avec l'idée que vous oubliez une chose parce que vous ne pouvez pas être discourtois. Il y a la personnalité même de Marine Le Pen. Je pense que
je le redis, je termine ma phrase sur le surmoi. Il y a un surmoi français sur la famille Le Pen et sur l'idée que cette femme, en plus de ça, montre sa limite de compétence, sa limite de conviction. Tout à l'heure, Philippe parlait des ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon et il a raison de les soulever. Moi, je peux parler aussi des ambiguïtés de Marine Le Pen. Que pense-t-elle vraiment sur la retraite, un coup à 64, 65? Est-ce qu'elle est plutôt ouvriériste? 60 ou 62. Oui. Est-ce qu'elle est plutôt ouvriériste? Est-ce qu'elle travaille le capital? Moi, j'ai vu comment Giorgia Meloni, puisque je vis entre la France et l'Italie, j'ai vu comment Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir. Tout le monde dit Le Pen, Meloni, mais pas du tout. Rien à voir d'abord en termes de personnalité, en termes de puissance, de compétences et surtout en termes presque de culture. Je dirais, Giorgia Meloni, c'est quelqu'un qui parle 4 langues, c'est pas la même famille politique. Meloni, comme c'est l'alliance de la droite des affaires, pas tant des ouvriers et des gens qui sont non nantis, que la droite des affaires et d'une frange de la droite la plus dure, etc. Marine Le Pen, on n'en est pas là. On n'est pas du tout dans cette logique-là pour le Rassemblement national en France. Voilà pourquoi je dis qu'il est impossible. Mais peu avec probable. une candidate comme Marine Le Pen, que le Rassemblement national gagne l'Élysée. Tant que c'est Marine Le Pen... Sauf peut-être face à Jean-Luc Mélenchon, mais, dans le cadre d'un accord avec mais Jean-Luc Mélenchon... Ne relancez pas Françoise Legault sur Jean-Luc Mélenchon, parce que là... Parce que je parle pas de Jean-Luc Mélenchon, je dis, est-ce que Ruffin Le Pen? Vous voyez, je pense que Ruffin gagne, moi. Il nous reste à peu près 4 minutes d'émission. On a beaucoup parlé des oppositions. On va parler un peu d'Emmanuel Macron quand même. Comment est-ce que vous voyez l'horizon d'Emmanuel Macron? Donc lui, il parie un peu sur la France silencieuse, c'est-à-dire sur une espèce de guerre d'usure, en considérant que les casserolades, les gens qui manifestent, ça n'est pas la France. Il y a une France silencieuse qui travaille, qui est peut-être contre la réforme des retraites, mais qui ne veut pas non plus renverser la table. Est-ce que cette guerre d'usure, Emmanuel Macron est en train ou en passe de la gagner? Est-ce que ça peut passer? Alors d'abord, il y a une expression, la France silencieuse, qui est extraordinairement intéressante, parce que c'est pas la majorité silencieuse. C'est la France silencieuse. Si on est lacanien, si on regarde le sens des mots, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on souhaite que la France soit silencieuse? Quel est le projet derrière ça? Parce qu'un pays n'est pas silencieux. C'est pas possible. Une majorité peut éventuellement l'être. Donc ce mot-là, je le trouve extraordinairement polysémique et intéressant sur même l'idée du chef de l'État dans la période. Ensuite, oui, il peut gagner la guerre d'usure sur le court terme, le moyen terme. Il n'y a pas de problème parce qu'il a tous les leviers du pouvoir. La seule porte de sortie qui reste au fond, à part une solution parlementaire, c'est lui qui l'a. Il peut dissoudre, il peut faire un référendum, il peut faire beaucoup de choses. Il a ces leviers-là, qu'il utilisera à mon avis pas. Il y a le remaniement qui est à minima pour essayer de se recomposer une majorité parlementaire. Donc il a des leviers qu'il peut utiliser, sinon il peut gagner à l'usure, bien sûr. Moi, ce qui m'inquiète dans cette séquence, c'est qu'il n'y a pas de porte de sortie en dehors d'une colère qui monte, d'une opposition qui se radicalise, de modérés comme Pierre Rosanvallon qui deviennent violents dans leurs propos, ce qui est étonnant, moi j'ai rarement vu ça, de gens comme Alain Duhamel qui nous explique que c'est mai 68 all over again, ce qui est quand même pas complètement banal dans la bouche d'Alain Duhamel, qui, rappelons-le, est plutôt quelqu'un de centriste, qui à une période avait appelé à voter François Bayrou. Même François Bayrou fait le constat d'un problème démocratique dans le pays, et moi je me demande juste quelle va être la résolution de ce problème. Alors soit on nie le problème et on estime comme Emmanuel Macron qu'il n'existe pas au fond, et ça c'est très 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 dangereux, soit on estime qu'il existe et alors on se pose la question de comment on en sort. Alors justement, voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire Emmanuel Macron, Françoise Degois? Objectivement, je suis d'accord avec la démonstration de Philippe. Ouais, on y arrive. Non, mais là je suis d'accord sur la France silencieuse. Bon, c'est un grand classique, c'est très binaire. Tout le monde pense que Emmanuel Macron est une sorte de génie de la politique, mais en fait il est absolument pas créatif, il reprend toujours les mêmes vieilles recettes, et ça ne fonctionne pas parce que le monde, en tout cas la société a changé. Je ne vois pas comment objectivement on ne retourne pas aux urnes d'une manière ou d'une autre. Je ne vois pas. Sous forme de référendum, sous forme de dissolution. Il y a quelques éminents confrères et j'apprécie beaucoup son argumentaire, même si je n'y crois pas. À Jean-Michel Apathy, par exemple, explique pourquoi, à la fin des fins, le seul moyen serait finalement une nouvelle présidentielle anticipée. Et je comprends bien comment il explicite la chose. Moi, je veux bien qu'on reste dans cette espèce de bulle, de macération. Évidemment que c'est le pari qu'il fait, de l'usure, etc. Mais il ne mesure pas la blessure, il ne mesure pas le niveau de colère. Moi, je pense qu'il n'y a aucune résignation, que les casserolades vont continuer. Et je pense surtout que tout est bloqué à l'Assemblée. Donc, retour aux urnes. S'il a de la sagesse et si à un moment donné, quelques amis lui disent « Bon, maintenant, ça suffit le souk, s'il te plaît, agis », retourne aux urnes. Référendum ou dissolution. 30 secondes, Jean-Sébastien Ferjou, votre pronostic?
Je ne vois pas comment on peut échapper à une dissolution aussi. Je pense aussi qu'Emmanuel Macron, probablement, si ça n'est pas lui qui change, ce seront les gens qui le soutiennent ou qui sont ses alliés. On a vu François Bayrou dans le journal du dimanche. Il a su se positionner comme étant le candidat rempart du système. Si le système se sent menacé, parce que nous sommes dans une crise démocratique, il y a une règle non écrite dans la démocratie qui est très simple. Il faut que l'alternance paraisse possible. Elle ne paraît pas possible à 2/3 de l'électorat français à l'heure actuelle, quand la politique ne canalise plus les violences d'une société, ça pète dans la rue. Donc de toute façon, même s'il gagne à l'usure sur le conflit des retraites, la menace que ça pète dans la rue, elle sera toujours au-dessus de sa tête et ça va finir par inquiéter les gens qui ont besoin que la France reste un pays stable économiquement. Merci à tous d'avoir participé à ce débat très animé. Moi, je vais aller me coucher, là, je vais aller me reposer parce que vous m'avez essoré. Et on se retrouve. On a compris que François Fillon était de gauche pour vous. C'est terminé. On se retrouve mercredi prochain avec l'excellent David Revaud-Dallon. Bonsoir à tous.